Donc aujourd'hui, on parle d'investissement immobilier. Et inévitablement, on parle d'argent et de capitalisation. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la capitalisation? Faire du capital. Oui, on pourrait dire faire du capital. C'est C'est faire de l'argent Sur ton argent. avec l'argent. C'est ça. OK? C'est quand ton argent travaille pour toi, lui, toi, tu travailles pour ton argent. Exactement. La plus grande capitalisation au Canada vient des banques. Donc, c'est de mettre de l'intérêt sur un prêt. Et non seulement de mettre de l'intérêt sur le prêt, mais de mettre de l'intérêt sur l'intérêt. Là, ça, c'est la plus grande arnaque incroyable possible. Juste de mettre de l'intérêt sur de l'intérêt, vous ne pouvez pas savoir combien ça peut rapporter en milliards aux banques. Okay? Quand on parle que chaque prêt, quel qu'il soit, là, hypothécaire, sur une voiture ou autre, est assuré. Donc, l'intérêt est assuré, la capitalisation est assurée, le risque est assuré. La banque, c'est impossible qu'elle perde quoi que ce soit. Impossible. Okay? À moins de vraiment d'y aller dans des risques incroyables, comme il y a eu, disons, aux États-Unis dans les années 1800 et même dans le début des années 1900. Mais aujourd'hui, ça serait pratiquement impossible qu'une banque perde son argent. C'est incroyable. La capitalisation, en fait, je vous explique un peu comment ça fonctionne au niveau du prêt. Il y a le taux effectif sur un prêt hypothécaire, le taux apparent, puis le taux affiché. C'est vraiment compliqué si vous n'avez pas étudié dans le domaine. On va parler d'un chiffre, disons, si on donne comme exemple 5% d'intérêt. L'intérêt au Canada est capitalisé 2 fois par année. Donc, sur l'intérêt, la banque peut charger 2 fois de l'intérêt. Aux États-Unis, c'est 12 fois par année. Donc, à chaque mois, la banque recharge l'intérêt sur l'intérêt aux États-Unis et au Canada, c'est 2 fois. Donc, votre 5%, en fait, si on fait les chiffres, là, votre 5% qu'on vous charge d'intérêt va être, disons, plutôt 5,25% dans un taux équivalent mensuel. Suivez? Un petit peu. C'est compliqué. Mais quand la banque vous dit, mais écoutez, vous êtes un bon payeur, M. Éric Bray, on vous aime beaucoup, on aimerait ça vous avoir comme client. Donc, on va vous charger seulement 5% d'intérêt. Bien, ils sont en train de vous mentir parce qu'ils vous chargent 5,25% d'intérêt. OK? Donc, une petite histoire courte sur la capitalisation. L'immobilier, c'est le placement le plus sûr. C'est l'un des meilleurs investissements possibles au monde qui limite les risques et les dettes. On dit que l'immobilier, c'est souvent un placement même supérieur à la bourse, okay? Du fait qu'il est moins risqué. L'immobilier apporte un accroissement de la valeur avec les années de par... je vous donne un exemple. Mon grand-père a acheté sa première maison à 500 $. 500 $, voyons, on n'a même pas un vélo aujourd'hui à ce prix-là. Mon père, lui, a acheté sa première maison à 7 000 $. T'imagines le prix de ton vélo dans 50 ans? Oui, exactement. Moi, j'ai acheté ma première maison à 85 000. Mon fils a acheté la sienne presque à 300. Et, disons, dans les générations futures, le prix va continuer de monter. Donc, plus vous gardez votre immobilisation ou l'investissement immobilier longtemps, plus il va prendre de la valeur sans que vous ayez contribué à cette valeur-là. C'est la loi du marché, l'accroissement naturel, l'inflation. Donc, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est d'entrer dans le milieu de l'immobilier, de mettre un premier investissement en tant que propriétaire, parce que les prix sont élevés et les salaires qu'on gagne ne sont pas nécessairement très élevés pour être capable de payer dans un laps de temps là, facile. Donc, si
on achetait aujourd'hui une maison au prix de ce que ça valait il y a 10 ans, on serait mort de rire. On disait, ben voyons, j'ai eu tout un deal. Mais en fait, ce deal-là, il n'est pas différent que celui d'il y a 10 ans. La même maison n'est pas un deal, c'est juste d'entrer dans le marché qui est difficile. D'accord? Donc, l'immobilier apporte un accroissement là, avec le temps. Le travail que vous effectuez, puis le salaire que vous gagnez va jouer un rôle important sur le prêt. Si vous avez le droit de travailler chez Burger King, si vous voulez, là, il n'y a aucun problème. Mais moi, je vous dis que vous n'aurez jamais de maison si vous travaillez chez Burger King. Vous allez toujours être locataire. Le salaire n'est pas suffisant pour être capable de devenir propriétaire. À moins de vouloir acheter une cabane qui est presque délabrée, là, peut-être vous pourriez être propriétaire, mais en travaillant, disons, salaire minimum, vous ne deviendrez pas propriétaire d'une maison qui vaut 300 000. Ce n'est pas possible de rembourser. La banque va demander des critères pour un prêt. Elle va exiger que votre salaire soit au minimum 30% ou 33% plutôt de la valeur totale du prêt. Puis elle va aussi calculer une portion pour les dépenses annuelles en taxes et en frais de chauffage, les frais usuels, les frais courants. À ça va s'ajouter aussi les frais d'entretien. Donc, il y a des ratios à rencontrer. Si on ne rencontre pas les ratios, la banque, c'est assez simple, là, va dire, ben, je ne te prête pas. À moins que tu aies un prêteur, à moins que tu aies de l'équité. Donc, les conditions du prêt font partie de l'investissement immobilier. Un investissement collectif est une opportunité pour apprendre de gens plus expérimentés. Si je vous dis, avez-vous déjà été propriétaire et que vous me répondez que non, bien c'est sûr que c'est plus difficile pour vous de comprendre l'ensemble de ce qu'est l'immobilier, autre que si vous vous associez avec des gens qui, eux, ont déjà cette expérience-là. C'est la même chose pour partir en affaires. Okay? Donc, une opportunité ou un investissement collectif, c'est une bonne opportunité pour apprendre. Sauf en cas de mauvaise gestion ou de mauvais investissement, c'est impossible de perdre dans l'immobilier. Okay? On va en parler un petit peu tantôt. L'équité ou la mise de fonds ou l'investissement mensuel fait partie non seulement de ce que vous payez, mais de l'ensemble de votre propriété. Par exemple, si on disait que vous achetez, on va garder le fameux 300 000, si on disait que vous faites un investissement de 300 000 aujourd'hui, ce que vous devez rembourser à la banque, ce n'est pas 300 000. Ça va être 2,5 fois la valeur du 300 000 investi. OK? À cause de l'intérêt, puis à cause de la durée, le terme ou le paiement mensuel, le 300 000 que vous allez rembourser, disons, au terme de 25 ans, ne va pas être 300 000. Combien? Ça va être 750 000. Bon, à peu près. Ça va être 2,5 fois à peu près. OK? Donc, ce qui est certain, c'est qu'à la fin du 25 ans, vous allez au moins être propriétaire de 300 000, plus la hausse du marché. Mais vous ne serez pas propriétaire de tout ce que vous avez payé à la banque. Toutefois, cet investissement-là va être vraiment supérieur au fait que si vous auriez été locataire. Parce que qu'est-ce qui resterait dans vos poches en étant locataire au bout de 25 ans? Zéro, plus la peinture que vous avez investie pour mettre sur le mur de votre propriétaire, plus le plancher que vous avez décidé de changer pour le propriétaire, et ainsi de suite. Et puis, il ne faut pas changer de propriétaire. Si on ne change pas de propriétaire, exactement, parce que si on change de propriétaire, on va ajouter les frais de déplacement, L'inflation aussi. exactement, l'inflation, parce que le loyer, lui, va continuer d'augmenter. Donc, un excellent investissement immobilier serait un investissement à moindre coût, un investissement qui limite votre paiement immobilier, okay, qui
qui est restreint dans votre capacité de payer. Disons, un investissement où il pourrait y avoir des locataires. Parce que le locataire va venir aider à payer. Okay? Moi, mon premier achat, c'était une maison à Brossard. J'ai payé 85 000, j'avais 19 ans. Là, tout le monde me disait, t'as pas acheté une maison? Ben oui, j'ai acheté une maison. J'ai commencé à travailler, j'avais 9 ans. 10 ans peut-être. Mon père est parti de la maison quand j'étais jeune. Ma mère était seule. J'ai commencé à passer les journaux. Donc, je commençais à me payer mes bonbons seul. Éventuellement, j'ai commencé à me payer mon stock de hockey tout seul, des bâtons de baseball, des vélos. Pendant que mes amis s'achetaient le bâton de baseball, pas le bâton de baseball, mais le bonbon, moi, je m'achetais déjà mon vélo. Pendant qu'ils s'achetaient le vélo, moi, je m'achetais ma voiture. Pendant qu'ils s'achetaient leur voiture, moi, je me suis acheté ma maison. Donc, à 19 ans, je suis devenu propriétaire. J'ai occupé le sous-sol de ma maison avec un colocataire au sous-sol. Et j'ai eu un autre colocataire qui occupait l'étage principal. Donc, à chaque mois, mon paiement était de 500 $ à la banque, à l'époque. J'avais un locataire qui me donnait, disons, 200 $, celui qui occupait le sous-sol avec moi, mais j'avais un autre locataire en haut qui me donnait, disons, 350 $. Donc, à chaque mois, au lieu de payer 500 $ à la banque, je donnais 1000 $ à la banque. J'ai payé ma maison en 7 ans et demi. Je me suis marié entre-temps aussi. Bessie a contribué à ça. Donc, mon banquier n'était pas content que j'aie payé ma maison en 7 ans et demi au lieu de la payer en 25 ans et plus. D'accord? Donc, une petite histoire sur l'immobilier. D'accord? Et à ça, il s'ajoute les taxes. La ville est toujours bien contente de vous dire bienvenue dans votre maison. Voici les taxes à payer à chaque année, puis ces taxes-là augmentent aussi. Donc, c'est sérieux un investissement immobilier. C'est pour la plupart des gens l'investissement le plus marquant de toute une vie. Okay? On est longtemps à payer l'immobilier. En Europe, souvent, un investissement immobilier va se payer sur 100 ans et plus. Il va être transmis de génération en génération. Donc, c'est un privilège qu'on a de pouvoir investir. Il faut investir sagement. Il y a des principes bibliques liés à ça, à l'investissement. C'est un petit peu pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Mercredi, je vais vous parler des principes bibliques derrière l'investissement immobilier. On va parler d'argent, on va parler de mission sociale, puis on va parler aussi de liberté. Qu'est-ce qui affranchit aussi au travers l'argent investi dans l'immobilier. Okay? C'est à quelle heure le mercredi? 7 heures. 7 heures le soir. Est-ce que ça va être sur YouTube après? Oui, probablement. On va le mettre sur YouTube. Oui. D'accord. Pour toi, ça va nous faire plaisir. Il y a des gens qui disent ah, mais voyons, le prix des maisons aujourd'hui est tellement cher, c'est pas un bon temps pour acheter. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Moi, j'ai travaillé 13 ans dans l'immobilier comme courtier. J'ai connu des gens ici dont le papa était courtier aussi. On a travaillé au même bureau. C'est toujours un bon temps d'acheter. Okay? C'est toujours un bon temps pour vendre aussi. Le problème là-dedans, c'est qu'est-ce que tu achètes, à combien tu achètes, combien tu négocies et à combien tu le vends. J'achète une propriété qui vaut 300 000 $ aujourd'hui au prix de 275 000. C'est un bon temps pour acheter, c'est un bon achat. Si je le revends demain à 315 000, est-ce que c'était un bon temps pour vendre? C'était un excellent temps pour vendre. Mon profit est déjà de 40 000 $, puis j'ai rien fait. Presque rien fait. Ce que j'ai fait, c'est être capable de contracter un prêt, être capable de revendre la propriété. Est-ce que j'ai eu des frais pour revendre? Peut-être, mais mon profit va toujours être supérieur à mon achat. Okay? Donc, c'est toujours un bon temps pour acheter. C'est les conditions d'achat qui doivent être favorables. C'est toujours un bon temps pour vendre aussi, tout dépendamment des conditions. Okay? Il y a toujours une désuétude sur un achat.
Donc, ce que vous achetez aujourd'hui va demander un entretien. Puis, il y a toujours un coût aussi qui est relié à cet achat-là. Donc, il y a des frais de notaire, les frais d'assurance hypothécaire, donc la SCHL, la Société centrale d'hypothèque et de logement, qui, elle, assure le prêt pour la banque. Ça, c'est un gros coût qui va monter, disons, en moyenne à 5 du prêt total. Donc, sur le 300 000, la banque va vous charger un 5 mensuel. OK? Et à ça, la banque va ajouter le coût de la SCHL qui, elle va financer ce montant-là pour vous faire plaisir, là, pour vous aider. T'sais. Mais si vous êtes capable de sauter la SCHL, de payer déjà le montant d'avance qui doit satisfaire pour ne pas avoir l'assurance SCHL, ben, ça ne sera pas ajouté à votre prêt. Donc, si par exemple sur un 300 000, la SCHL coûterait 25 000, l'équivalent doit être, excusez, je me suis trompé, l'équivalent de l'assurance minimum requise par la SCHL, si c'est, disons, 50 000 et que vous êtes capable de donner ce 50 000-là sur votre montant initial, vous n'avez pas à passer par la CHL et vous n'avez pas à payer de prime. Donc, ça aussi, ça joue sur votre investissement immobilier, ça joue vraiment sur la capacité de paiement et aussi sur le profit que vous pouvez faire sur la propriété là, en bout de ligne. Le site ou l'emplacement de votre achat va aussi jouer sur la valeur de votre propriété. Si par exemple, là, on achetait une propriété, disons, sur le boulevard Cousineau, okay? Un terrain sur le boulevard Cousineau, en plein milieu de la rue, je veux dire, si on prend une longueur de vue, là, si vous achetez le terrain en plein milieu de la rue, il va être moins cher que si vous l'achetez sur le coin de la rue. Le coin de la rue va apporter beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus d'achalandage. Imaginez-vous le prix d'un terrain au coin de Cousineau et de Chemin-Chambly, plutôt qu'en plein milieu de Cousineau, là, dans un coin perdu. Sur Cousineau, il y a des maisons même. Là. Donc, dans le terrain, disons, résidentiel en plein milieu de la rue, la section de rue va être beaucoup moins chère que celle qui va être commerciale au coin de la rue. Okay? Donc, en immobilier, il y a une chose, une règle d'or qu'il ne faut jamais oublier, qui implique 3 conditions. Le site et le site. Okay? C'est de moins en moins vrai aujourd'hui parce qu'il y a un surachalandage, là, il y a une rareté des terrains, mais c'est quand même quelque chose qu'on doit considérer là, dans un investissement immobilier. Et le site ne va jamais vous trahir, le site ne va jamais perdre de valeur. Au contraire, démolissez l'immeuble qu'il y a sur un site vraiment en demande et souvent ça va valoir plus cher que sans immeuble qu'avec un immeuble, de par les capacités éventuellement d'investissement. Donc, le site peut aussi être un facteur important sur votre capacité d'emprunt. Si par exemple, vous choisissez une propriété à Saint-Hubert ou à Longueuil, celle-ci va vous coûter beaucoup plus cher que si vous allez à Richelieu, par exemple, en retrait, okay, à cause de la distance, à cause du nombre d'investisseurs intéressés. Par exemple, si vous achetez à Saint-Lambert ou à Saint-Bruno, il faut s'attendre à payer pour la même propriété, là, si on prenait 2 bâtiments exactement construits de la même manière, à Saint-Bruno et à Saint-Lambert, ça va vous coûter, disons, 300 000 de plus que si c'était à Saint-Hubert. OK? Donc, ça aussi, le site peut être un facteur positif ou un facteur négatif là, par rapport à ce que vous achetez.
Par contre, c'est sûr que si vous achetez plus loin, ben, la même propriété va vous coûter beaucoup moins cher. OK? Donc, il y a une hausse en fonction de la valeur marchande. Puis la valeur marchande aussi a son opposé face au prix qui est demandé. Donc, si par exemple, on achète on met en vente un immeuble à Saint-Lambert, ben, il est fort probable que le prix demandé va subir une hausse plus importante parce qu'il y a plus de demandes, parce que c'est un immeuble, disons, dans une catégorie plus recherchée que Richelieu. Okay? Il va y avoir plus de demandes, un prix plus élevé à Saint-Lambert que ce qu'il pourrait y avoir à Richelieu. Okay? C'est compris pour ça? OK. J'achève ma liste. Donc, la négociation aussi va être plus difficile à Saint-Lambert qu'elle serait à Richelieu. Les conditions de vente aussi vont être différentes. L'offre et la demande vont varier. Les rénovations, la gestion, les dépenses aussi vont varier d'un immeuble à un autre. Donc, les taxes à Saint-Lambert vont être beaucoup plus dispendieuses qu'à Richelieu. Okay? Pas l'électricité, par contre. Ça, au moins, on est encore chanceux. Hydro-Québec nous aime beaucoup. Ils chargent le même tarif à tout le monde. Ils chargent cher. Donc, le potentiel aussi va varier. Quand on fait un achat, disons, neuf, si par exemple on vise une nouvelle construction, le prix du terrain aussi va être un facteur important. Si par exemple, je veux construire un immeuble neuf, si je veux le bâtir à Saint-Lambert, avant même d'avoir déboursé pour ma première boîte de clous, là, je vais avoir dépensé énormément d'argent. Mais si j'achète un terrain à Richelieu, ben, mon achat va être beaucoup moindre. Okay? Donc, plus on est proche des grands centres, plus le coût d'achat va être élevé. Si par exemple, je veux acheter un sixplex au centre-ville de Montréal, ou disons, on va dire sur le plateau, ben, aujourd'hui, les prix doivent être à peu près à 2 millions, 2 millions et demi pour un sixplex. Mais si j'achète sur la rive sud, ben, ça risque d'être 1,2, 1,5. Je n'ai pas les chiffres exacts, là. Je suis peut-être dans le champ, là. Le marché change tellement vite, puis il y a une surenchère que... Comme en périphérie du 10-30, quand ils ont passé le 10-30, les maisons en périphérie du 10-30 ont explosé. Et ça dépend. J'entendais un petit monsieur qui disait que si tu achètes une maison, puis soudainement, un an ou deux après, ils construisent un McDonald's, ben, ton foncier, il monte drastiquement. Oui, exactement. Il y a beaucoup de facteurs externes là, qui vont influencer. Par contre, si tu montes une mosquée, ça a pas été. Ça, c'est un autre facteur qu'il ne faut pas négliger. Oui, c'est un bon point. C'est un bon point, mais c'est vrai, là. C'est vrai, écoutez, vous achetez un beau terrain à Saint-Hubert, mais la ville vient de décider que juste à côté, il y a qu'un quartier industriel peut s'implanter. Bien de valeur, mais votre maison, vous allez la vendre pareil, là. Il va y avoir beaucoup d'acheteurs. Sauf que là, vous auriez peut-être été mieux d'aller vous implanter une rue plus loin. Ça va jouer aussi un petit peu sur le facteur final. Rechercher un terrain ou rechercher un immeuble, c'est deux dossiers totalement différents. Okay? Il y a tellement peu de terrain aujourd'hui que c'est presque un casse-tête de chercher une place pour bâtir un immeuble neuf. Donc, c'est peut-être plus facile de chercher un immeuble déjà au départ construit. Faire affaire avec un professionnel de l'immobilier aussi, ou avec de bons contacts là, dans le financement peuvent être quelque chose d'important. Peut-être un petit peu moins sur le financement même, sur le prêt en tant que tel, le montant du prêt ou le taux d'intérêt. Peut-être un petit peu plus sur le prêteur, la personne qui consent à vous prêter. Ça, par contre, ça peut vraiment avoir un impact.
Si par exemple vous passez à aucune place au financement, mais quelqu'un dit, ben regarde, moi je vais te prêter, ben merci beaucoup, hein, t'es bien gentil. Au moins tu vas pouvoir être propriétaire. Donc moi j'ai déjà passé beaucoup de dossiers immobiliers à l'époque à des endroits où personne ne voulait prêter. Donc la personne est devenue propriétaire, elle était capable de faire ses paiements, puis bénéficier de la hausse du marché, puis avec un prêteur, disons, qu'on appelait B. Donc, les prêteurs A sont les banques officielles, les prêteurs B sont des banques plus à risque ou moins nantis. Souvent, les prêteurs outre-mer, disons, il y en a beaucoup en Angleterre. Donc, vous payez un petit peu plus d'intérêt, mais au moins, vous êtes capable d'emprunter. Okay? D'autres choses. Donc, le professionnel de l'immobilier va vous faire, va vous scraper une transaction, va vous sauver une transaction, ou va vous aider à faire de l'argent, tout dépendamment de ses intentions, ses capacités de négocier, sa façon d'être, son intérêt pour votre profit. Moi, je me souviens quand j'achetais avec des clients, je m'occupais beaucoup d'acheteurs. Les acheteurs, les courtiers immobiliers ne veulent pas s'en occuper. Ou très peu s'en occuper parce que ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de démarches, beaucoup de visites. Aujourd'hui, à cause de la surenchère, mais moi, je travaillais beaucoup des acheteurs parce que je me disais, les acheteurs d'aujourd'hui sont des vendeurs de demain. Donc, je n'ai jamais manqué de travail. Quand j'achetais avec mes clients, j'essayais d'acheter en bas du marché. Et quand je vendais pour mes clients, j'essayais de vendre au-dessus du marché. Donc, je mettais toujours un profit dans les poches de mon client. Donc, ça l'aidait à croître sa maison, là, de changer de maison pour quelque chose de mieux. Mais si je n'avais pas eu cette optique-là, bien, ça aurait été toujours plus difficile pour l'acheteur de changer de propriété. Donc, j'essayais de favoriser de bons dossiers, puis une bonne façon là, une façon de bien servir mon client. Okay? Même chose pour un contracteur. Un contracteur peut vraiment vous mettre dans le pétrin, là, faire en sorte que vous allez payer un montant trop élevé là, pour ce que vous achetez ou ce que vous bâtissez. Mais il peut aussi vous aider éventuellement à faire un bon deal là, si jamais vous voulez revendre. Donc, c'est ça. Je vous ai fait un topo rapide là, de qu'est-ce qu'est l'immobilier. On pourrait en parler longtemps. Là. Il y a des conférences qui se font là-dessus. Il y a des gens qui investissent beaucoup dans l'immobilier pour devenir professionnel ou être capable de monter des portefeuilles immobiliers. Il y a des gens qui vont passer par la bourse pour des investissements immobiliers. Donc, c'est assez varié, mais moi, ce que je préconise comme investissement le plus sage, c'est simplement un achat immobilier et un remboursement rapide, autant que possible. Donc ça va. Ça pourrait aller vers le flip, exactement. Ça pourrait aller vers le flip. Le flip qui est le fait d'acheter dans le but de revendre rapidement. Mais avant de penser à des flips, il faut tout simplement penser à être capable d'acheter. En évitant les flops. En évitant les flops, oui, exactement. Je me souviens que j'avais fait un flip immobilier à l'époque sur une maison que j'avais achetée, que j'avais fortement négociée, et je l'avais vendue simplement en enlevant la peinture mauve et en mettant de la belle peinture blanche. Ouais. Donc j'avais mis 1500 $ de peinture sur toute la maison environ. Fait un petit peu d'home staging, là, j'avais changé les rideaux de douche, mis quelques meubles, des beaux meubles, mais ça ne m'avait pas coûté les yeux de la tête, là, mais j'avais fait 1 000 de profit sur cette propriété-là. Donc, j'ai pas fait ça assez souvent, j'aurais aimé le faire plus souvent, mais disons, je suis bien nanti dans la vie là, parce que j'ai appris des principes immobiliers. J'aurais pu être encore plus favorisé si j'aurais eu un encadrement familial normal, si j'avais eu un père pour m'aider, ce qui n'a pas été le cas. J'ai toujours été assez autonome dans la vie. Ma mère m'a donné un petit coup de main à partir, malgré que c'était pas facile pour elle. J'en remercie beaucoup.
je la remercierai jamais assez, mais disons, c'est ça, un encadrement familial aussi peut être quelque chose de vraiment très, très bien. Donc, c'est ça. Mais nous autres, on est une famille. Nous, on est une famille, exactement. Ouais, c'est ça. Quand on avait passé le sondage sur l'immobilier, il y avait plusieurs questions là, qui avaient été posées. Le but, c'était justement juste de prendre un topo général de tout ce que les gens pouvaient penser là, sur l'immobilier puis leur intention. Je vous avais demandé dans le sondage, êtes-vous propriétaire actuellement, locataire, avez-vous des montants de côté là, prévus pour l'immobilier, préféreriez-vous un investissement à la campagne, à la ville? Le but, c'était de voir un petit peu le sommaire global de ce que les gens étaient intentionnés. Votre capacité, là, êtes-vous capable de mettre une mise de fonds ou de faire des paiements mensuels? Donc, c'est un petit peu ça que je voudrais voir avec vous aujourd'hui. Vous êtes tous des intéressés. Vous avez tous rempli un sondage, mais là, on est tous rendus à dire, hey, est-ce qu'on embarque dans un projet ou on n'embarque pas? Est-ce qu'on veut faire de l'argent avec ce projet-là ou est-ce qu'on ne veut pas en faire? Est-ce qu'on veut aider des gens avec ce projet-là ou on veut juste garder ça pour nous?